Ok, voilà, nous démarrons la formation. En fait, nous poursuivons la formation en droits humains. Nous sommes en train de parler de la procédure judiciaire. La procédure judiciaire qui n'est rien d'autre que les techniques et les méthodes qu'on applique lorsqu'on est en face des instances judiciaires. On peut être devant les parquets, on peut également être devant les tribunaux ou les cours et tribunaux. La fois passée, nous avons insisté sur, on a démarré avec les sous-thèmes qui est les tribunaux pour enfants. Et par rapport à ces sous-thèmes, nous avons expliqué que les tribunaux pour enfants est une juridiction spécialisée. Juridiction spécialisée qui est instituée par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Et nous avons expliqué la compétence de ces tribunaux, de cette juridiction spécialisée. Nous avons dit que ici, le tribunal a été créé spécialement pour ce qui concerne, en ce qui concerne les enfants. Et les enfants ne sont rien d'autre que les personnes qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Nous avons expliqué aussi qu'il y a eu ce qu'on appelle la fourchette de l'âge. On a catégorisé deux mineurs. La première catégorie, il s'agit des enfants qui ont moins de 14 ans. Et la deuxième catégorie, ce sont les enfants qui se situent entre 14 et moins de 18 ans. Nous avons expliqué qu'en ce qui concerne les enfants âgés de moins de 14 ans, la loi ici que je viens de citer, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, dit qu'il y a présomption irréfragable d'irresponsabilité. C'est-à-dire, lorsque ces derniers commettent des actes qualifiés d'infraction à la loi pénale, au lieu de dire qu'ils ont commis les manquements, on dit non. Ils n'ont pas commis des manquements parce qu'ils ont agi sans discernement seulement, puisque la loi a dit qu'ils ont, puisqu'ils ont moins de 14 ans, on ne peut pas les poursuivre. Et cela n'est pas fait sans préjudice de dommages et intérêts. C'est que l'instance sera ouverte. L'enfant là ne sera pas appelé enfant en conflit avec la loi, mais plutôt enfant en cause, parce qu'il a moins de 14 ans. Et lorsque les faits seront établis, on ne sera pas exécuté sur l'enfant, mais plutôt les parents de ces derniers vont payer les dommages et intérêts. Voilà. Et les frais de la justice. Nous avons aussi expliqué sur les autres types de compétences de ces tribunaux. Il s'agit de l'identité, il s'agit de la capacité, la filiation, l'adoption, même la parenté. Et donc, ce tribunal a la capacité de déterminer l'identité d'un enfant. La capacité, c'est lorsque on a les pouvoirs d'agir. Et nous avons expliqué autrefois en disant que, en ce qui concerne le contrat, la capacité, c'est l'un des éléments prévus pour avoir le contrat. Puisque nous avons l'objet, la cause, la capacité. Donc la capacité n'est accordée qu'aux personnes qui sont âgées de 18 ans. L'adoption, c'est pas comme les communs des mortels le pensent. Vous êtes dans la même maison que votre neveu, votre nièce, vous l'hébergez. Oui, c'est une bonne chose, mais cela ne l'accorde pas d'office les droits d'héritage. Il n'est pas votre héritier parce qu'il n'est pas adopté. Mais ce même enfant peut être adopté par vous. Et en ce moment-là, dès qu'il est adopté, il peut bénéficier de l'héritage. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons aussi insisté que l'adoption n'est pas de plein droit. Il faut qu'il y ait un jugement qui constate, parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas les tribunaux pour enfants, on allait devant les tribunaux de paix. Mais en ce qui concerne maintenant cette matière spécialisée, parce qu'on peut aussi adopter un majeur, ça c'est une parenthèse. Mais en ce qui concerne les mineurs, puisqu'il y a la loi portant protection de l'enfant qui existe déjà, il faut aller solliciter auprès du tribunal pour enfants, devant les juges pour enfants. La parenté, les degrés de parenté, il faut aussi le chercher s'il y a des conflits de parenté. On ne sait pas qui est parent, tout ça, parce qu'il s'est fait parfois que
quelqu'un peut se dire, non, il y a un conflit de parenté. Oh non, cet enfant m'appartient. Je l'ai dit tantôt ici que la filiation maternelle ne pose pas de problème. On la constate à la maternité. Lorsqu'une dame donne naissance, on dit voilà, c'est son bébé. Mais c'est la filiation paternelle qui pose problème. De qui cet enfant est fils? Est-ce qu'il est fils de ses pères? Voilà, il peut s'ouvrir un conflit. Pour dire, tel enfant qui n'a pas encore atteint 18 ans, on ne sait pas qui est son père. Mais ce débat ou cette action doit être portée devant les juges pour enfants qui va déterminer par l'instruction et par les expertises. Il va solliciter l'expertise médicale pour déterminer la parenté. Nous avons aussi expliqué la procédure. Mais quand on est devant les tribunaux spécialisés, la procédure aussi est spécialisée. Ce n'est pas comme dans d'autres juridictions. Ici, la procédure est posée à l'article 102. 102 de cette même loi, c'est-à-dire la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Il y a les mécanismes de la saisine. Pour la procédure, ici, on parle de la requête. Comment saisir les juges pour enfants? Il y a 7 mécanismes. Donc, la requête de l'OMP. L'OMP, c'est facile. J'ai dit, c'est l'officier du ministère public, c'est-à-dire le magistrat du parquet. On l'appelle aussi magistrat d'égout, parce qu'il est chargé de rechercher les infractions, de réunir les éléments et puis de transmettre devant les tribunaux compétents. C'est pourquoi on l'appelle magistrat d'égout. Donc ici, on l'appelle OMP, officier du ministère public. En d'autres termes, c'est le magistrat du parquet ou magistrat d'égout. Et donc, la requête de l'OMP, c'est lorsque les magistrats du parquet, après être saisis par soit une lettre plainte ou bien la police, il se rend compte que en face de lui, le justiciable, c'est un enfant. C'est-à-dire une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans. En ce moment-là, puisque cette loi n'a pas donné l'autorisation ou le pouvoir au magistrat du parquet d'instruire sur les dossiers de l'enfant mineur, puisque cette compétence ne revient qu'au juge pour enfants, en ce moment-là, qu'est-ce que le magistrat qui a été saisi va faire? Va-t-il abandonner le dossier? Non, il ne va pas abandonner le dossier, sauf il va faire la procédure, c'est-à-dire il fait la requête. La requête, on appelle la requête de l'OMP, qui permettra à ce que lui soit dessaisi et que ce dossier-là soit envoyé devant les juges pour l'enfant. C'est ce qu'on appelle la requête de l'OMP. Mais à côté de cette requête, il y a aussi la requête de l'OPJ. Il fera de même. L'officier de police judiciaire, lorsqu'il est saisi de faits portés contre un enfant, c'est-à-dire la personne qui n'a pas encore atteint 18 ans, il fera de même que les magistrats du parquet a fait. Et ce qu'il va faire là, on appelle ça la requête de l'OPJ. Mais à côté de cela, le tribunal pour enfants peut aussi être saisi par la requête de la victime. J'insiste, quand je dis la requête de la victime, ici, il faut que la victime soit nécessairement un majeur. Parce que le mineur ne peut pas rester en justice, c'est le principe. Et donc, la requête de la victime ici, c'est le fait qu'une personne majeure qui est victime d'une infraction ou d'un manquement causé par un enfant mineur, puisque la juridiction spécialisée a été conçue seulement pour les enfants mineurs, lorsque vous êtes victime d'un fait infractionnel, qu'on appelle ici manquement, causé ou commis par un enfant mineur, en ce moment-là, vous pouvez initier une requête, pas la plainte. La plainte suffit pour le parquet, mais ici c'est la requête. Donc même dans votre titre, écrivez requête, n'écrivez pas plainte à charge de l'enfant. Non, non, non. Il faut écrire requête. Et donc, cette requête de la victime peut aussi saisir les juges pour enfants. Et à côté de ces 3 premiers modes, qui est la requête de l'OMP, de l'OPJ et celle de la victime, il y a aussi la requête des parents ou tuteurs. Pourquoi la requête des parents ou tuteurs? C'est parce qu'on est en face maintenant d'un enfant qui est mineur. Parce que l'enfant mineur ne peut pas rester, comme nous avons dit. Nous avons dit que la requête de la victime, c'est quand la victime elle-même est majeure. Mais ici, la requête des parents ou du tuteur, c'est parce que l'enfant est mineur. C'est parce que la victime est mineure. Vous voyez? Et comme la victime est mineure, ce sont les parents ou les tuteurs qui vont initier une plainte ou une requête pour déposer devant les juges pour enfants.
Mais le tuteur, c'est simple. Le tuteur, c'est une personne qui prend la responsabilité d'un enfant en cas d'absence de ses parents. La personne qui prend la responsabilité d'un enfant en cas d'absence de ses parents est appelé tuteur. C'est pourquoi j'ai dit les parents ou tuteur. Donc, s'il y a les parents, on n'a pas besoin de la requête du tuteur. C'est simple, non? Mais s'il n'y a pas de parents, on peut recourir maintenant à la requête du tuteur qui prend, au fait, évidemment, la charge de l'enfant à l'absence de ses parents. Nous avons aussi la requête de l'assistance sociale. En fait, l'assistance sociale, c'est un corps. Le corps de l'assistance sociale a été créé toujours dans le cadre de cette même loi pour essayer d'accompagner l'enfant, d'appuyer l'enfant dans tout ce qui se passe comme procédure judiciaire. C'est pourquoi lorsque vous vous rendrez au tribunal pour enfants, vous allez trouver les assistants sociaux. Il y a tout un corps, on dit pool des assistants sociaux. Il y a un chef de pool qui est les représentants, les chefs de tous les assistants sociaux, et puis il y a les assistants sociaux. Et chaque assistant social a une tâche déterminée. Lorsqu'il y a un conflit, donc c'est-à-dire il y a un dossier ouvert sous recel, c'est-à-dire registre d'enfants en conflit avec la loi, où on poursuit l'enfant mineur pour tel fait, je ne dis pas les faits infractionnels, mais pour tel manquement. En ce moment-là, on met à sa disposition un assistant social qui va essayer de suivre de près l'évolution du dossier et éventuellement effectuer même la descente au niveau du quartier pour constater, savoir la personnalité de l'enfant, comment est-ce que les choses se passent, et il va transmettre au juge les rapports. C'est pourquoi à la fin de chaque audience au pénal, c'est-à-dire les dossiers recel, le registre d'enfants qu'on fait avec la loi, avant que les dossiers ne soient pris en délibéré, nous allons étudier ça, avant que les dossiers ne soient pris en délibéré, les juges a l'obligation d'avoir d'abord les rapports de l'assistance sociale. C'est très important. Les rapports d'enquête sociale, on appelle ça les rapports d'enquête sociale. Ces rapports d'enquête sociale seront versés dans les dossiers et ça permettra au juge d'avoir une idée sur l'enfant, comment il vit dans la société. Voilà un peu. Maintenant, cet assistant social-là, lui aussi, la loi lui autorise de saisir les juges lorsqu'il se rend compte que telle personne, tel enfant est victime de tout ça, de faits infractionnels qu'on appelle ici les manquements, ou sinon telle victime a été préjudiciée par tel enfant, puisque cette compétence ne revient qu'au tribunal pour enfants. En ce moment-là, l'assistance sociale porte à la connaissance du juge pour enfants ces faits, mais cela se fera par voie de la requête de l'assistant social. Mais il y a aussi la déclaration spontanée de l'enfant. J'ai insisté, j'ai dit, partout, on ne sait pas, on se limite seulement, on pouvait se limiter à la plainte des parents ou des tuteurs si on est par exemple devant les instances judiciaires ordinaires. Mais ici, la loi donne la possibilité à la victime elle-même, donc la déclaration spontanée de l'enfant, ça donne la possibilité à l'enfant qui est victime de faire la déclaration spontanée. En fait, la déclaration spontanée n'a rien à voir avec les écrits. C'est verbal, généralement. Donc, quand l'enfant vient comme ça, il fait la déclaration spontanée, c'est-à-dire la déclaration qui est directe comme ça, il parle et le juge est saisi sur base de cette déclaration spontanée. Et à la fin, nous avons dit qu'il s'agit de la saisine d'office du juge. La saisine d'office du juge, c'est lorsque le juge lui-même constate que voilà, telle personne a commis tel manquement. En ce moment-là, il peut se saisir d'office sur les bancs, comme ce fut le cas pour les magistrats du parquet. Nous avons dit ici, non? C'est la même procédure. Et donc, voici ce qu'on a dit en termes de la procédure. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre une autre section qui est nommée comme ça, vous pouvez mettre le garantie. Donc, le garantie procédurale. Les garanties procédurales. Les garanties procédurales. Alors, par garantie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est la couverture qu'on accorde aux justiciables
dans la mesure prévue par la loi. C'est une couverture que la loi accorde aux justiciables, une garantie, des priorités, des privilèges qu'on accorde aux justiciables. Et aujourd'hui, nous allons comprendre maintenant, comme on peut le constater devant les juridictions ordinaires, également ici devant les tribunaux pour enfants, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Donc, parmi les garanties procédurales, lorsque vous lisez l'article 104 de cette loi, vous verrez, je vous énonce les libellés de l'article 104. Il est dit ceci, il n'y a pas de souci, vous pouvez même consulter la loi, hein, parce que ça c'est la lecture de la loi. Tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie sous peine de nullité de la procédure, notamment de garantie ci-après. Alors, déjà à partir de cette introduction, retenez seulement sous peine de nullité, nous reviendrons sur ça, sous peine de nullité de la procédure. C'est ce qui est important dans cette disposition de l'article 104. Sous peine de nullité. Alors voilà, on donne maintenant les garanties. Il y a 10 garanties selon cette disposition de l'article 104. La première garantie, c'est la présomption d'innocence, telle que je viens de dénoncer. La présomption d'innocence est le droit à un procès équitable. C'est la première garantie. La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Alors, à côté de ça, il y a la présence au procès. Je vais m'expliquer. La présence au procès. Troisième, c'est le droit d'être informé dans le plus bref délai dans la langue qu'il comprend et de manière détaillée. Donc ne vous dérangez pas, même si vous n'écrivez pas l'intégralité, c'est la disposition de la loi. Je vais expliquer ça et puis vous allez recouvrir la loi. Je suis en train d'énumérer avant d'expliquer. C'est 10 garanties. Donc je dis, il y a le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable. Nous sommes à l'article 104 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Deuxième garantie, c'est la présence au procès. Troisième, c'est le droit d'être informé dans les plus brefs délais, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Quatrième garantie, le droit à l'assistance par un conseil de choix ou désigné d'office par les juges. Cinquième garantie, le droit à l'assistance par un conseil de choix ou désigné d'office par les juges. Cinquième garantie, le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable. Vous trouverez tout ça dans les syllabus parce que nous avons conçu un syllabus exclusivement pour vous. Et le droit à un interprète comme sixième garantie. Septième, le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure. Huitième, le droit d'être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistance sociale. Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable. Et en dernière position, le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions. Alors, ce qui est important, c'est l'explication. Voici l'explication. Nous sommes en train de parler de garantie procédurale. Et cette loi portant protection de l'enfant, dans son article 104, a posé les bases. Il a dit qu'il y a 10 garanties procédurales. Ce n'est pas comme au parquet, ce n'est pas comme devant les juridictions ordinaires. Ici,
J'ai dit déjà dans l'introduction, c'est sous peine de nullité. Vous voyez? C'est-à-dire, si ces garanties ne sont pas observées, c'est que la procédure est nulle. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Sous peine de nullité, il faut respecter les 10 contextes qui sont ici prévus. Donc, on commence par les droits à la présomption d'innocence. Vous savez, la loi a prévu que toute personne qui est accusée, même devant les juridictions ordinaires, est appelée présumé innocent. Pourquoi présumé innocent? Parce qu'on ne sait pas confirmer qu'il est coupable, puisque la culpabilité d'une personne ne peut s'établir que par les jugements. Même les juges à qui on a confié les dossiers ne peut pas tout de suite dire non, cette personne est coupable. Non. Lorsque les juges le disent, en tout cas, rassurez-vous que la personne ici ne bénéficie pas de la présomption d'innocence. Je donne un autre exemple. Vous savez ce qui s'est passé, je vois actuellement, apparemment ça essaie un peu de ralentir, ce qui s'est passé à Molière. Chaque fois que quelqu'un a commis un acte, on l'appréhende, on filme et on publie. Le soir, c'est tout le monde qui suit, tel voleur, tel. C'est ce qui a aussi diminué un peu notre crédibilité en tant que Congolais, ce qui n'est pas bon. Et donc, la présomption d'innocence veut dire que même si vous constatez quelqu'un en train de commettre une infraction, dans le cas d'espèce ici, les manquements, vous n'êtes pas la bouche autorisée de dire que c'est un coupable. Il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par les juges pour enfants. C'est ce que ça veut dire ici. Mais si vous ne le faites pas, c'est-à-dire, on revient à l'introduction, c'est que la procédure devient comment? Nulle. C'est ça, non? Et à côté de cette première garantie, il y a la présence au procès. En tout cas, ici, nous sommes en matière pénale, c'est-à-dire en matière d'enfants en conflit avec la loi, en matière d'essai. Puisque nous sommes en face d'une juridiction spécialisée, les règles des jeux les sont également spécialisées. Devant les juridictions ordinaires, si il y a l'infraction est poursuivie, la personne est poursuivie pour une infraction punissable de moins de 2 ans, il peut être représenté par l'avocat. C'est prévu par la loi. Vous voyez? Mais ici, même si c'est moins de 2 ans, on dit l'enfant doit être là. La présence au procès, c'est obligatoire. Donc rassurez-vous, je ne dis pas en matière civile, en matière d'enfant qu'on fait avec la loi, c'est-à-dire en matière d'infraction, si on est de l'autre côté, des juridictions de droit commun. Donc, ici, l'enfant qui est poursuivi doit nécessairement être là. S'il n'est pas là et que vous poursuivez l'instruction, on revient à l'introduction, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous allez faire, ça devient quoi? C'est ce que ça veut dire. Troisième garantie, le droit d'être informé dans les brefs délais, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée de la nature des motifs de l'accusation portée contre lui. Alors ici, c'est comme nous constatons dans la pratique, quelqu'un est déjà devant l'OPJ, on ne sait pas l'expliquer les motifs. Oh. Mais il faut que la personne soit informée des motifs pour lesquels il est interpellé, pour préparer, en fait c'est pour organiser sa défense. On doit vous dire qui est votre plaignant, pourquoi on vous a accusé. C'est ce que ça veut dire ici. Il faut le dire de manière très brève. Donc dans un bref délai. Vous ne pouvez pas garder les informations pour dire écoutez, mais non, puisque l'instance est déjà déclenchée, il faudrait expliquer. Mais ici, on va plus loin dans la langue que l'enfant comprend. Un enfant qui ne connaît pas le français, les juges commencent à l'expliquer. Tu vois, ici, on te poursuit pour tel. Non. La conséquence, c'est quoi? La nullité de la procédure. Parce qu'il faut le faire dans la langue qu'il comprend. C'est pourquoi vous verrez vers la fin ici, parmi les garanties, il a aussi le droit à l'interprète. C'est-à-dire, on doit recourir à la langue qu'il comprend. C'est le droit de la défense. C'est ça que ça veut dire. Alors, quatrième garantie, les droits à l'assistance par un conseil de son choix ou désigné d'office par les juges. Ça aussi, c'est une spécialité. Ailleurs, ça n'existe pas. Vous êtes majeur, vous pouvez comparer devant les juges sans problème.
vous comparaissez devant les magistrats du parquet sans problème. Mais ici, lorsque l'enfant est devant le juge, vous devez vous rendre compte qu'il est à côté de son avocat. C'est que si l'enfant n'est pas assisté d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire, et que le juge continue à instruire, c'est-à-dire on rentre dans l'introduction du quoi, la procédure devient nulle. Vous voyez? Donc ici c'est différent. L'enfant qui est poursuivi devant le tribunal pour enfants doit, je n'ai pas dit peut, doit, c'est une obligation, doit nécessairement être assisté d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire. Ça c'est une obligation légale. Quand on vous demande, où est-ce que vous avez tiré ça, là-bas c'est l'article 104. 104, le point 4. Le point 5, alors, toujours le point 4, j'enchaîne pour dire, les droits d'être assistés. Si vous n'avez pas l'avocat, la loi ici dit que les juges peuvent commettre d'office un avocat. Ils regardent dans la salle, ah, maître, veuillez assister. C'est ce qui nous arrive souvent quand nous allons dans les cadres de suivre les dossiers des enfants. Vous êtes dans la salle d'audience, on vous prend, on vous commet d'office pour que vous puissiez assister l'enfant. En fait, les juges évitent que la procédure soit nulle. Il se réfère à cette disposition, l'article 104, le point 5 et le point 4. Alors, le point 5, les droits de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable. Alors, ici, la loi dit que lorsque les juges, après avoir jugé les parties, il entend, il écoute toutes les parties, il dit que tout est fini, les parties plaident, la loi lui accorde 8 jours. On appelle ça week-end. Donc, habituellement, quand on dit week-end, c'est 8 jours. Donc, c'est une semaine. Alors, à la week-end, il doit prononcer le jugement de manière publique, pas en cachette. Mais si les juges, après avoir entendu les parties, après que les parties aient développé leur plaidoirie, la clôture de débat, vous observez, la week-end, les juges ne se prononcent pas. Or, 2 semaines, 3 semaines, non. Puisque le délai n'est pas raisonnable, tout ce que le juge va faire après devient quoi? Nul. Vous comprenez? Donc, les délais doivent être respectés. Et les délais prévus par la loi, c'est 8 jours. Ici, il n'y a pas question de 8 jours francs. C'est 8 jours. Si vous parlez de 8 jours francs, on va aller à 10 jours. C'est 8 jours. La loi parle de 8 jours. À compter du moment où l'affaire a été prise en délibéré. Donc, l'affaire est prise en délibéré lorsque les parties développent les plaidoiries et le juge dit il a tout écouté et puis il clôt le débat pour se prononcer dans un délai. Vous voyez? Là, on dit que l'affaire est prise en délibéré. Alors, il y a la 6e garantie, les droits à un interprète, je l'ai dit ici, les droits à un interprète, c'est-à-dire si l'enfant n'arrive pas à communiquer dans la langue que tout le monde connaît, lingala ou français, on dit non. Soit il parle Chuluba, il parle Kikongo, il parle Kiyaka, ainsi de suite. On dit non. On doit chercher un interprète pour que l'enfant puisse comprendre dans la langue de son choix. C'est ce que ça veut dire. Le droit à l'interprète. Et cela n'est pas obligatoire. La loi ici n'a pas dit qu'il faut que l'enfant apporte l'argent pour soutenir l'interprète. Non, ça je n'ai pas lu. Et il y a aussi les droits au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure. Le respect de sa vie privée. Vous savez, d'abord entre parenthèses, vous devez vous rendre compte que tout ce qui se passe au niveau du tribunal pour enfants, c'est à huis clos. Vous comprenez les huis clos, non? C'est-à-dire, ça ne concerne que les parties qui sont là. Les autres personnes ne peuvent pas avoir accès à ces informations. Donc, quand les juges commencent à instruire, il doit éviter que les personnes étrangères soient dans la salle d'audience. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a que les avocats, les magistrats ou les stagiaires qui peuvent accéder. Les autres personnes, en tout cas, vous ne pouvez pas accéder. C'est ça les huis clos. Alors, maintenant, il faut que ça se passe, les procès doivent se passer dans le respect de la vie privée de l'enfant. Vous ne pouvez pas, pendant l'instance comme ça, commencer à gueuler l'enfant, commencer à toucher la sensibilité sur les droits de l'enfant, la vie privée de l'enfant. Non. Si vous le faites, la procédure devient nulle. Voyez-vous, laissez l'enfant libre, ne touchez pas à sa vie privée, ne touchez pas à son intégrité physique, comme le font d'autres
pour ne pas parler des OPJ, dans d'autres instances, où on tabasse, on administre les coups et blessures pour te faire accepter ce que tu ne veux pas. Dans certains services, on tabasse, on recourt à la violence pour te faire accepter. Mais ici, il faut respecter les droits de la vie privée de l'enfant. C'est ce que ça veut dire. Alors, le droit, 8e, garantit le droit d'être entendu en présence de parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde. Alors ici, il faut faire attention. J'ai dit ici, parmi les garanties, j'ai cité, il faut qu'il y ait la présence de l'avocat, la présence de l'enfant lui-même. Vous voyez? C'est ce qui est d'abord clé. La présence de l'enfant lui-même, la présence de son avocat ou la présence de son défenseur judiciaire, de son conseil. Mais à côté de la présence de l'enfant, de son conseil, il y a aussi la présence de son parent. À défaut du parent, il y a le tuteur. Maintenant, à défaut du tuteur, il y a l'assistant social. Vous voyez le rôle de l'assistant social? Donc, lui, quand les parents n'est pas là, le tuteur non plus, on prend l'assistant social. Vous verrez dans l'audience au tribunal pour enfants, il y a un assistant social qui est là. Il va, en fait, quand il est là, c'est pour couvrir la carence des parents de tuteur. Pourquoi? Parce que la loi dit, s'il n'y a pas de parents, la poursuite devient libre. Alors, s'il n'y a pas de parents, il y a le tuteur, ça couvre. S'il n'y a pas sur le tuteur, l'assistance sociale fait quoi? Couvre. Donc, je peux donner un exemple pour dire, par exemple, l'enfant est là, l'avocat est là, ou prenons seulement le conseil, parce qu'il y a aussi les défenseurs judiciaires, le conseil est là, l'enfant et le conseil sont là, mais le parent n'est pas là. Ni le tuteur, ni l'assistance sociale. Et le juge poursuit l'instruction. La procédure devient nulle. Je donne un autre exemple. L'enfant est là. Le parent est là. Ou à défaut des parents, c'est le tuteur ou encore l'assistance sociale. Mais l'avocat n'est pas là. Ou le conseil n'est pas là. Le juge continue à instruire comme ça. La procédure devient. Troisième exemple. Le conseil est là. Les parents ou les tuteurs ou l'assistance sociale sont là. Mais l'enfant n'est pas là. La procédure devient aussi nulle. C'est-à-dire ici, on évite la procédure par défaut. Par défaut peut-être à charge de la partie victime. Mais la procédure par défaut à charge de l'enfant n'est pas autorisée. Ça, c'est la spécialité. C'est la spécificité. La procédure par défaut à l'égard de l'enfant n'est pas autorisée. Mais la procédure par défaut à l'égard de la victime est autorisée. C'est ça la nuance. C'est-à-dire, si l'enfant n'est pas là, la procédure devient nulle. Il doit être là. Il doit être là, assisté par son conseil et en présence de ses parents ou tuteurs ou encore l'assistant social. C'est comme ça que ça passe. Là, on se comprend, non? On prend la 9e garantie. Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable. Alors, ça se passe parfois dans notre juridiction, on vous contraint. Ah, tu vois, tel que tu es là, tu dois seulement accepter. Tu dois plaider coupable. Tu dois accepter que tu es fautif. Ici, ce n'est pas autorisé. Même ailleurs, pour les droits de l'homme, on ne peut pas le faire. Le faire, c'est aussi l'entorse aux droits de l'homme, au droit à la défense. Alors ici, on insiste de manière explicite. Le législateur l'a inscrit dans un point. C'est le point 9 pour éviter ce bavure. On ne peut pas contraindre l'enfant à plaider coupable. Au nom de toi, de la manière dont j'ai suivi ta déposition, dis seulement que je plaide coupable. Non. Si vous contraignez l'enfant comme ça, la conséquence c'est quoi? La procédure devient. Vous comprenez? Et la dernière garantie, c'est le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et à obtenir des comparutions interrogatoires des témoins de charge. C'est-à-dire ici, l'enfant a la possibilité de poser des questions aux témoins, puisqu'il y a deux types de témoins. Il y a les témoins qu'on appelle témoins à charge et les témoins à décharge. Les témoins à charge, ce sont ceux qui viennent pour charger l'enfant. Vous dites non, écoutez, oui, je l'ai vu. Il a effectivement violé. Il a effectivement volé. Il a effectivement fait ceci, cela, pour appuyer l'accusation.
Mais il y a aussi les témoins à décharge. Là, c'est pour dire, non, non. Lui, d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de dire qu'il était là, non, il était avec moi. Non, cet enfant était malade. Non, il était hospitalisé à mon hôpital. Tu vois un peu. Lui, on l'appelle témoin à décharge. Alors, l'enfant a le droit, dans tous les cas, de poser des questions, de faire poser. En fait, on dit toujours faire poser. Parce que quand on est devant le tribunal, la question n'est pas posée directement. La question est posée par les juges. C'est les juges qui posent des questions. On donne les questions aux juges et c'est les juges qui posent. C'est pourquoi on dit faire poser. Vous voyez? Donc, ne soyez pas surpris quand on dit faire poser, c'est que ça ne vous embrouille pas. Hein? Donc, quand on est au tribunal, même nous les avocats, nous ne posons pas des questions directement au témoin ou sinon à la victime. Nous présentons nos questions aux juges et c'est les juges qui posent les questions. Alors, lui, il a la possibilité, il a ce droit-là d'interroger ou de poser des questions aux témoins à charge. Puisque la partie victime va présenter des témoins. Il dit voilà, tel a vu, tel a vu, tel a vu. Alors l'enfant, soit par lui-même, soit par les canaux de ses parents ou de ses conseils, va poser aussi des questions, va faire poser des questions à ces témoins qui sont à charge. N'est-ce pas? C'est pour sa garantie de la droit, et puis sa garantie au droit de la défense. Alors, l'autre manche, ce sont les témoins à décharge. Les témoins à décharge sont cités pour permettre à ce que, comme on dit, décharger, hein, pour permettre de dire que non, tel enfant est innocent. Pour innocenter, voilà, innocenter l'enfant. À ce moment-là, on peut citer les témoins à décharge. Alors, lui aussi, la loi lui donne la possibilité de citer, de faire citer ses témoins à décharge. Vous l'avez accusé avec vos témoins à charge. Mais lui aussi, la loi lui donne le pouvoir d'appeler ses témoins à décharge, non? Pour dire non, non. Contrairement à ce que tel a dit, nous on a vécu ça. L'enfant est innocent. L'enfant fait ça. Non, non, l'enfant n'a pas fait ça. Voilà ce que ça veut dire, les témoins à décharge. Je pense que nous avons compris la procédure en ce qui concerne la présomption, donc faite, la garantie ou les garanties procédurales lorsqu'on est devant les tribunaux pour enfants. Il y en a 10. Alors, puisqu'on a fini avec ça, nous allons prendre une autre section. Nous sommes toujours en train de développer les tribunaux pour enfants, donc la procédure judiciaire, mais le sous-thème, c'est les tribunaux pour enfants. Donc, nous prenons maintenant une autre section, les mesures provisoires. Les mesures provisoires. En fait, les mesures provisoires, comme vous entendez, mesures provisoires, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mesures de fond. C'est ce qu'on appelle en droit ADD, avant dire droit. C'est un jugement avant dire droit. Et le jugement avant dire droit est de deux ordres. Il peut être préparatoire ou interlocutoire. Le jugement est dit préparatoire lorsqu'il se borne seulement aux mesures d'instruction. Et on instruit, soit pour renvoyer l'affaire. À ce moment-là, il s'agit d'un jugement préparatoire. C'est compliqué apparemment. Je reprends, je dis ceci. Nous sommes en train d'expliquer une autre section, les mesures provisoires. Alors, avant d'entamer ces mesures provisoires, il faudrait se rendre compte que les mesures provisoires ne sont prononcées que par voie de jugement. C'est la décision. Vous voyez? Alors, avant d'avoir la mesure provisoire, on est en face d'un avant-dire droit. On appelle ça ADD. C'est-à-dire un jugement qui n'est pas définitif. Un jugement de débit là, juste pour formaliser. Maintenant, en droit, ces jugements préparatoires-là sont des désordres. Ces jugements-là, avant-dire droit plutôt, sont des désordres. Hein, ces jugements avant d'aller au fond, les préliminaires sont des désordres. Il y a d'un côté les jugements avant dire droit préparatoire. Jugement avant dire droit préparatoire, parce qu'on est dans le cadre de mesures provisoires. Jugement avant dire droit préparatoire, d'une part, et jugement avant dire droit interlocutoire, préparatoire et interlocutoire. Jugement avant dire droit préparatoire, d'une part, et les jugements avant dire droit interlocutoire. C'est simple.
Les jugements avant dire droit préparatoire, ce sont les jugements qui se bornent seulement sur le mesure d'instruction. Les juges, pendant qu'il instruit, il se rend compte que voilà, il y a, par exemple, il faut par exemple citer un témoin. Tout ce que les juges, notez que tout ce que les juges font, toute décision que les juges prennent au cours de l'instruction, ça s'appelle jugement. Et ça peut être préparatoire, tel que nous sommes en train d'analyser. Ça peut être les jugements avant du droit ou les jugements de fond. Mais ici, on n'est pas encore au fond. Nous sommes dans les mesures provisoires. Le jugement avant du droit préparatoire, ça se borne sur les mesures d'instruction, de remise, pour citer les témoins, des descentes, des choses comme ça. Mais à côté de ces jugements avant du droit préparatoire, il y a les jugements avant du droit interlocutoire. Là, ça préjuge même les fonds. Vous verrez, on est en face d'un jugement préparatoire, mais le juge va un peu plus loin. Pour dire que, donc là, ça détermine même la pensée du juge. Vous êtes dans la préparation, mais vous constatez déjà que ici, les juges, même si on arrivera au fond, c'est comme s'il est en train de toucher. Vous voyez? Ça touche. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a le titre d'une parcelle et l'autre partie n'a pas de titre. Le juge vient, il dit bon, je suspends les travaux, ça il peut le faire, mais il dit comme il y a des bâtisses, il y a des maisons à l'intérieur, tous ces loyers là doivent être déposés d'abord ici. Alors vous verrez que c'est préparatoire, c'est un jugement avant du droit qui en réalité n'est pas préparatoire. Il devient interlocutoire parce que ça commence à nous amener dans l'idée de comprendre ce que les juges veulent. Ça commence à essayer un peu de toucher les fonds, non? Quelqu'un qui est propriétaire, il a le droit de toucher à... Vous voyez? Maintenant quand les juges disent non, viens avec ça ici. L'autre partie n'a pas de titre, mais lui dit non, viens avec ça. Donc on commence à comprendre déjà la pensée. Et ce genre de jugement, bien que c'est préparatoire, peut être appellable. On peut aller en appel contre ça. Puisque le principe, le jugement avant du droit n'est pas appellable. On ne peut pas faire l'appel contre les jugements avant du droit. Donc on ne peut pas faire un recours contre les jugements avant du droit. Mais quand c'est interlocutoire, on peut. Parce que là, ça touche les fonds, non? Ça préjuge les fonds. On comprend, on lit la pensée du juge, mais on est sur la forme. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Maintenant, ici, le tribunal pour enfants compte deux chambres. Il y a la chambre de première instance et la chambre d'appel. La chambre de première instance et la chambre d'appel. On va revenir sur ça. Alors, nous allons d'abord lire l'article 108. L'article 108 de la même loi. Voilà. Non, nous commençons par 106, c'est mieux, pour avoir l'idée sur les mesures provisoires. Les mesures provisoires sont posées à l'article 106. Voici les mesures provisoires que les juges peuvent prendre. Nous avons dit que les mesures provisoires, c'est ce qui se prend au début, non? On n'est pas au fond, on n'a pas clôturé, mais il dit non, non, je prends d'abord cette mesure. Voici les mesures provisoires, l'article 106. Le juge pour enfants peut, voilà, c'est aussi une possibilité. Attention, notez peut. Le juge pour enfants peut, c'est-à-dire c'est une possibilité. Il peut ou ne pas faire. Le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, bien évidemment, prendre par voie d'ordonnance l'une des mesures provisoires suivantes. Nous commençons par 1. Placer l'enfant sous l'autorité de ses pères et mères ou de ceux qui en ont la garde. Placer l'enfant sous l'autorité de ses pères et mères ou de ceux qui en ont la garde. 2. Assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses pères et mères ou de ceux qui en ont la garde. 3e et dernière possibilité, soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social, telle que nous, une institution privée, mais à caractère social, qui est agréée par le ministère des Affaires sociales. Vous voyez? Ça nous concerne, nous reviendrons sur ça. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire?
vous êtes devant votre enfant et devant les juges pour enfants. Il est poursuivi, soit il a été, comme nous avons dit, comment les mots de saisine des juges pour enfants, c'est le ministère public qui envoie par requête, non? Il est saisi, il dit non, non, puisque c'est un enfant, moi je fais seulement ma requête, il prend et les dossiers et l'enfant il envoie où? Devant les juges pour enfants. Maintenant les juges, puisqu'il a réussi cet enfant, la loi ici dans l'article 106 lui donne la possibilité, le pouvoir de statuer d'abord sur la forme avant, parce qu'il ne va pas rendre la décision le même jour, non? Puisqu'on l'a présenté l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui donne la possibilité. Alors, soit il lit les dossiers, il se rend compte que non, non. Par rapport à ces dossiers, moi je peux d'abord confier cet enfant entre les mains de ses parents. Nous l'avons dit ici, non? Alors, généralement, on fait un acte d'engagement avec l'article 131 qui dit que quand vous n'amenez pas l'enfant, on peut vous poursuivre pour soustraction d'enfant. Alors, il confie l'enfant aux parents avec injonction de l'amener chaque fois qu'il y a besoin devant le tribunal pour poursuivre avec l'instruction. Mais on avise aussi l'autre partie. C'est ce que ça veut dire. C'est simple, non? Alors, au-delà de ça, on dit qu'il peut assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses pères ou mères. C'est-à-dire, ici, on n'a pas besoin de l'acte d'engagement. Mais le juge assigne l'enfant. Il dit, moi j'assigne l'enfant à résidence. Il est là chez les parents. Il prend toujours l'ordonnance. Tout ce que le juge prend là, c'est par ordonnance. La mesure provisoire du juge pour enfant, ce n'est pas le jugement avant dire toi. C'est l'ordonnance. Attention. Alors, il prend une ordonnance pour dire, soit, il confie l'enfant entre les mains de ses parents. Vous voyez? Et là, la conséquence, c'est quoi? Les parents doivent faire l'acte d'engagement, comme je l'ai dit. La deuxième possibilité, il assigne maintenant l'enfant, toujours par voie d'ordonnance. Que l'enfant soit à résidence, mais qu'il soit surveillé par les parents pour que ces derniers l'amènent au tribunal. C'est presque la même chose, mais cette fois-ci, on peut ou ne pas avoir l'acte d'engagement des parents, mais le juge a assigné l'enfant à domicile, il fait seulement l'ordonnance pour assigner l'enfant à domicile. C'est clair, non? Alors, troisième possibilité, il soustrait l'enfant de son milieu pour le confier à un couple de bonne moralité. Votre enfant a commis un manquement, les juges regardent, ils disent, avec ce que l'assistance sociale m'a donné comme information, si cet enfant retourne là-bas, parfois, je vous donne un exemple très simple, il a tué quelqu'un. C'est vrai, la loi donnait la possibilité qu'on puisse confier l'enfant entre les mains des parents ou de l'assigner, comme nous l'avons dit, au domicile. Mais les juges disent non, non, pour la sécurité aussi de cet enfant, si on l'assigne là-bas, ou si on les confie entre les mains des parents, mais les gens peuvent faire la vengeance privée, non? Les gens peuvent se faire justice pour tuer l'enfant. Une façon de protéger l'enfant, il peut l'envoyer, le confier entre les mains d'un couple de bonne moralité. Alors par couple, il faut comprendre, il ne s'agit pas du mariage homosexuel, non. Il s'agit de deux personnes de sexe opposé qui sont légalement mariées. C'est ça que ça veut dire. Oh non, il y a Katofanda. Oh, non, la loi n'a pas dit ça. C'est ça l'interprétation de cette disposition. Par couple de bonne moralité, il s'agit de deux personnes de sexe distinct qui sont mariées légalement devant l'officier de l'état civil. Alors, ce couple de bonne moralité, on confie l'enfant. Ou sinon, on confie l'enfant dans un établissement public où on garde des enfants, on dit bon, soit dans un orphelinat, bon, soit ici, tout ça, une institution publique. Il y a encore des institutions privées, mais à caractère social, qui est agréée, telles que nous. Si on a des dortoirs, on a où on peut garder les enfants, la loi dit, voilà, comme on est agréé, on peut nous confier cet enfant-là pour que nous l'amenions chaque fois à l'audience. Donc, ce sont les trois possibilités que la loi a accordées aux juges. Mais à côté de ces trois possibilités, il y a une exception. C'est lorsque maintenant, c'est l'article 108 maintenant que je vais lire. Si les mesures prévues à l'article 106 ne peuvent être prises parce que l'enfant est présumé comment dangereux, voyez, et qu'aucun couple ou aucune institution ne a mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'enfant et de l'État. Attention,
l'établissement de garde et d'éducation de l'État se diffère de la prison centrale de Makala. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Mais ici, dans le contexte, dans l'esprit du législateur, c'est un établissement de garde, d'éducation de l'État que la loi, que l'État a créé. Là, on va retrouver seulement les enfants. Mais actuellement, vous verrez, on les place au pavillon 10, à la prison centrale de Makala. La loi ici n'a pas parlé de la maison de rééducation, d'éducation des enfants, de l'État. Vous voyez? Pourquoi? Puisque quand les juges se rendent compte que parmi les 3 premières possibilités, la première, c'était de confier l'enfant entre les mains de ses pères ou mères, ou de ceux qui en ont la garde, et ces derniers vont faire un acte d'engagement, en compagnie de l'article 131 de cette même loi. La deuxième possibilité, c'est d'assigner l'enfant en résidence de ses parents, à domicile. Mais la troisième possibilité, c'est de confier cet enfant entre les mains des couples de bonne moralité. J'ai insisté, j'ai expliqué qui est couple. Qu'est-ce qu'on entend par couple de bonne moralité en droit congolais? C'est-à-dire il faut que vous soyez des sexes opposés et que vous soyez légalement mariés, pas yakatofan. Mais si les juges constatent qu'il n'y a pas ce couple-là, il peut aussi les confier dans dans une structure publique ou privée, mais qui est agréée. Mais si toutes ces 3 premières possibilités ne sont pas bien aperçues, au moment de l'instruction, la loi demande maintenant de quitter l'article 106, d'aller jusqu'à l'article 108, pour dire non, ici on peut maintenant garder préventivement l'enfant ou à l'établissement des gardes et d'éducation de l'État. Mais attention ici, cet article 108, je précise, il faut que cette garde au niveau de l'établissement d'éducation de l'État ne se passe que dans un délai maximum de 2 mois. Dépasser ce délai, les juges doivent faire l'ordonnance pour libérer l'enfant. Donc l'enfant ne peut pas être placé là-bas, dans l'établissement des gardes de l'État, d'éducation de l'État, au-delà de 2 mois. Non, c'est irrégulier. La loi parle de 2 mois. C'est ça la précision. Et donc voilà, c'est ça la mesure provisoire. Est-ce qu'on a compris la mesure provisoire? On peut prendre une autre section. L'instruction. L'instruction. Alors, l'instruction, c'est la procédure. Nous sommes en train de parler de la procédure, non? On instruit. J'ai donné autrefois un exemple pour dire nos mamans, lorsqu'elles veulent préparer les foufous, elles font aussi l'instruction. Elles rassemblent, prennent les braises, la marmite, ils mettent de l'eau. C'est ça l'instruction. Ça se passe par jeu de questions-réponses. Les gens sont là, on pose la question, l'autre répond, le ministère public pose, ainsi de suite. Et si au procès de l'enfant, le ministère public aussi vient. Le ministère public est aussi parti au procès. Et donc, on pose des questions, c'est ça l'instruction. Mais maintenant, nous allons lire d'abord une disposition pour bien comprendre l'instruction. L'article 110. Il est dit ceci. Au fin de l'instruction de la cause, le juge peut, encore une possibilité, à tout moment, convoquer l'enfant et les personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale. Le juge apprécie les conditions de sursis, il vérifie l'identité de l'enfant et le soumet si le chef à une visite médicale portant sur son état physique et mental. En cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut. Vous voyez, c'est une disposition qui fait objet de débat et que nous, particulièrement la structure JSP,
sommes en train de lutter pour qu'on puisse réviser cette disposition. Une disposition très dangereuse. Il est dit ceci, que le juge, pendant qu'il instruit, il fait le jeu de questions-réponses. On fait comparaître les témoins, on fait comparaître l'enfant, on fait comparaître la victime, tout cet exercice-là. Mais on poursuit pour dire ceci, que en cas de doute sur l'âge, c'est l'âge de la minorité qui prévaut. Dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quelqu'un peut venir comme ça, il était devant la police, il dit, écoutez, j'ai 18 ans. Et après, il y a des manœuvres, il change. Pour dire non, non, j'ai plutôt 17 ans. Alors le juge, lorsqu'il se rendra compte qu'il est en face de deux âges, la minorité et la majorité, cette loi ici tranche pour dire non, en cas de doute sur l'âge, puisqu'on constate que l'enfant a soit 17 et 18 ans à la fois, chose qui est impossible, donc la loi lui donne la possibilité de choisir l'âge de la minorité. Mais par rapport à notre observation critique, nous nous sommes dit que ce n'est pas comme ça. Parce que s'il faut pénétrer le législateur, il faut comprendre que le doute sur l'âge se fait sur les documents, se fait sur les évidences. Mais comment seulement le simple fait qu'un enfant déclare ou ses parents, mais on est en face de deux âges différents, l'un de la minorité, l'autre de la majorité, suffit pour que les juges puissent faire le choix sur la majorité, la minorité. Alors qu'il y a ce qu'on appelle la contagion criminelle. La manière dont on détient les enfants, parfois dans le sous-SIAT ou au parquet. On peut dire, non, toi, tu as quel âge? Non, moi j'avais dit que j'ai 18 ans. Non, ton âge est approximatif des minorités. Quand on va t'appeler encore, dire que tu as 17 ans. Ça complique. Mais est-ce que le simple fait de déclarer comme ça suffit? Or, cette même loi a donné la possibilité de faire l'examen physique pour avoir l'idée, je crois les médecins le savent, pour avoir l'idée sur l'âge de l'enfant. On peut le faire aujourd'hui. Mais la grande question, c'est au niveau des moyens. Figurez-vous, quelqu'un qui est déjà victime de viol, il n'y a pas de moyens, on ne sait pas l'amener à l'hôpital, vous arrivez au tribunal. Mais, par rapport à cette audience-là, lorsque le juge poursuit, on évolue, le juge fait ce qu'on appelait dans le tribunal des droits communs les jugements avant du droit. Ici on appelle ça quoi? Le juge prend la décision par voie des... Pardon? Les juges pour enfants prend la décision par voie des ordonnances, la décision préventive, provisoire. Mais à la fin, il prendra par voie de jugement. Alors, l'ordonnance là peut aussi amener les juges à saisir le médecin pour déterminer l'état de l'enfant. Et si le médecin reçoit ça et qu'il renvoie la réponse, on lit. En ce moment-là, on fait appeler les témoins, on vide toutes les questions de forme. Le juge va inviter les parties à plaider. Mais on dit ici que la procédure de l'enfant, en matière d'enfant, doit se passer en toute urgence. On ne doit pas traîner. Ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. C'est à court terme. Il ne faut pas aller 2 mois, 3 mois, 4. Non. Il faut aller vite. La célérité. Mais il faut aussi constater que lorsque l'enfant est poursuivi concurremment ou au même moment avec d'autres auteurs, mais qui sont des majeurs, le juge pour enfants va constater cela et va disjoindre la procédure. Par exemple, un juge, on le saisit par exemple, requête de l'assistance sociale qui a vécu le fait, on prend, on appréhende, mais en identifiant, on se rend compte que parmi les personnes poursuivies, il y a ceux qui sont majeurs et d'autres mineurs. Le juge va
faire ce qu'on appelle la disjonction de la procédure. Il ouvre un dossier pour ceux qui sont des mineurs et l'autre dossier, lui aussi, il fait sa requête pour envoyer devant le parquet. Vous voyez? Parce que ce ne sont pas les gens qui sont à sa disposition. Ce sont des majeurs. Le juge pour enfants ne peut pas juger les majeurs. Il envoie au parquet. Par exemple, dans un dossier de viol, on se rend compte qu'on avait arrêté 3 personnes. Mais il y a une qui est mineure, 2 autres sont des majeurs. Le juge ne va pas juger les 3 à la fois. Il disjoint la procédure, c'est ce que dit la loi, l'article 112. Il disjoint la procédure, il ouvre les dossiers pour seulement les mineurs. Les 2 autres, il envoie au parquet, non? Ok. Et donc, à la fin, il donne la parole à toutes les parties, mais la loi donne la possibilité au juge de ne pas obliger l'enfant de comparaître au moment de la plaidoirie. Donc, si on vide toutes les questions de forme, on arrive au moment de plaidoirie, les derniers jours, le juge peut dire non, l'enfant, tu peux aller, quitte la salle d'audience, on laisse seulement les avocats pour plaider les parents. C'est comme ça aussi. C'est prévu par la loi ici. Ne soyez pas inquiets. Oh, mais comment, au moment de la plaidoirie, le juge a demandé à l'enfant d'aller dehors, mais ici, c'est aussi l'irrégularité. Non, c'est prévu par la loi. Quand vous lisez l'article 112 et suivant, vous verrez, c'est prévu. Et quand le juge finit, avant de prendre l'affaire en délibéré, il va, comme je vous ai promis, attendre quoi? Les rapports de qui? De l'assistant social. Alors, cet assistant social qui va aller enquêter pour déterminer la personnalité de l'enfant, comment il vit dans les quartiers, il fait ça par écrit, il glisse son rapport. C'est en glissant ces rapports que le juge peut maintenant prendre l'affaire en délibéré. Parce qu'il doit tenir compte de tous ces aspects, l'aspect social, avant de se prononcer. Parce que la mesure que le juge prend, ce n'est pas seulement la sanction. Il prend ça, c'est le tribunal pour enfants, c'est un tribunal éducatif, ce n'est pas un tribunal répressif. Alors il doit avoir tous ces éléments-là d'enquête sociale pour le permettre d'orienter sa décision. Et dès qu'il prend l'affaire en délibéré, j'avais dit, la loi donne combien de jours? Voilà, très bien, 8 heures. Et dans le 8 heures, la décision. Vous voyez? Et là, nous finissons avec l'instruction. Nous allons maintenant prendre... ça c'était quoi? C'était la décision, hein? Voilà. L'instruction, ok. Voilà, c'est ce que veut dire l'instruction. Donc, il finit, il prend l'affaire en délibéré, avec les rapports de l'enquête sociale, de l'assistance sociale. Là, on clôture l'instruction. Et après l'instruction, on prend une autre section, la décision. La décision. Après avoir instruit, il prend la décision. Alors, cette décision doit être motivée et prononcée à l'audience publique, comme je l'ai dit tantôt ici. Motivée et prononcée à l'audience publique. Motivée, ça veut dire quoi? Le jugement a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle les motifs, d'une part, et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les dispositifs. Motifs et dispositifs. Dans les motifs, il y a ce qu'on appelle la motivation. En fait, c'est ça la motivation. C'est pourquoi, lorsque le jugement n'a pas de motivation, doit être voué à la cassation. On doit rejeter ça. Donc, les motifs et les dispositifs. Les motifs, c'est ça la motivation. Donc, le jugement doit être motivé. La motivation, c'est quoi? Ce sont les raisons qui amènent les juges à prendre la décision. En fait, la décision, c'est comme la conclusion. On vous donne une rédaction. Vous n'allez pas directement donner la conclusion dans la dissertation. Non. Vous introduisez, vous développez. En fait, l'introduction et le développement, c'est ça qu'on appelle la motivation. Ce sont les éléments qui l'amènent maintenant à prendre la décision, à aller au dispositif. Le dispositif, c'est ça la décision. Vous voyez? Donc, un jugement a 2 parties. Il y a les motifs qu'on appelle la motivation et les dispositifs qui est la décision. Alors, maintenant, on lit l'article 113. Qui dit l'article 113? Dans les 8 jours, vous voyez? Je l'ai dit ici. Dans les 8 jours qui suivent la prise en délibéré,
de la cause, le juge prend l'une des décisions suivantes. Voilà les décisions que le juge va prendre. Dans les 8 jours. Mais le délai de 8 jours, là, il faut compter ça quand? À partir du moment où il a pris l'affaire en délibéré, vous avez fini. Il ne faut pas dire que non, les 8 jours commencent à partir du premier jour qu'on a commencé à instruire. Non. Vous instruisez, on demande la réquisition chez les médecins, on appelle les témoins, vous faites des débats. Les derniers jours, quand vous plaidez, quand le juge va dire, bon, l'enfant, tu peux te mettre à l'écart, puisque ça lui donne, je l'ai dit, la loi donne la possibilité au juge aussi de demander à l'enfant de se mettre à l'écart au moment de la plaidoirie. Vous plaidez et l'assistance sociale introduit quoi? Son rapport d'enquête sociale. Alors, le juge maintenant, à partir de ce moment, il a combien de jours? 8 jours. Alors, voici les décisions, l'une des décisions qu'il va prendre. Il va prendre l'une des décisions suivantes. Nous sommes à l'article 113. Voilà. La première décision, réprimander l'enfant et les rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale, en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir. Je lis d'abord, après je vais expliquer. Deuxième décision, le confier à un couple de bonne moralité. Ne faites pas confusion avec la mesure provisoire. Ça, c'est aussi la mesure. Dans la mesure définitive, il y a aussi ça. Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge. Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge. Quatrième, le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié. Cinquième, le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'État pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge. Voilà. Alors, il y a aussi une exception que je vais ajouter. Je vais d'abord vous donner l'explication. Il y a l'article 113 qui explique. Nous commençons par réprimander l'enfant et les rendre à ses parents ou aux personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale. C'est gronder l'enfant. On le fait voir, tu vois. Nous avons constaté que tu as fait ceci, cela, mais puisque nous ne sommes pas un tribunal répressif, c'est un tribunal de correction d'éducation, on te remet maintenant chez les parents. Maintenant, l'injonction sera faite aux parents. Surveillez bien cet enfant. Vous voyez? Allez, prenez votre enfant, on les réprimande, on dit bon, surveillez prochainement qu'il ne répète pas. Comme on dit dans la Bible, va et ne pêche plus. C'est aussi une des décisions. La deuxième décision, c'est confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée, comme nous l'avons dit, agréée à caractère social, pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge. Donc on prend l'enfant, on dit bon, va, on le confie, il avait 16 ans, on dit non, tu vas dans un couple de bonne moralité, pour une période qui ne va pas dépasser ta 18e année d'âge, donc il fait 2 ans, s'il avait 17 ans, il va faire comment? Une année, s'il avait 14 ans, il va faire comment? 4 ans, qui ne dépasse pas, selon les cas. Donc on ne dit pas qu'il faut forcément aller jusqu'à 18 ans, mais que ça ne dépasse pas. On a la possibilité. Il peut faire une année, 2 ans, c'est lui qui va apprécier. Mais que ça ne dépasse pas. Donc dès qu'il a 18 ans, d'office, il doit rentrer. Mais il peut aussi avoir 17 ans, il rentre, selon le temps que le juge va estimer normal. Mais que ça ne dépasse pas sa 18e année d'âge. Pas jusqu'à 19 ans, 20 ans, non. Alors, le mettre dans une institution publique, voilà ce que j'ai dit. Quatrième, le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié. Ici, il s'agit des enfants qui sont malades. On constate que non, l'enfant est malade. Alors, on préfère le mettre là-bas. Même dans le cadre de confier dans le couple de bonne moralité, on peut voir, comme on appelle abusivement les enfants de la rue. On l'avait arrêté, après, on doit les relaxer, puisqu'il y a une décision. Alors, on va les remettre sur la rue? Non. On dit, bon, comme il n'a pas où aller, on les confie dans les couples de bonne moralité ou bien dans une institution publique, ouais, de l'État ou privée agréée, mais qui est sociale, une institution sociale. Alors,
placé dans un centre médical, là, si l'enfant est malade, hein, on peut prendre la décision de le placer. On dit, allez, c'est là-bas, pour qu'on puisse te soigner pendant une période, non? Alors, cinquième, le mettre dans un établissement de garde et d'éducation de l'État pour une période ne dépassant pas sa 18e année d'âge. Le juge peut aussi voir, il dit non. Ici, cet enfant, en tout cas, je peux le placer maintenant dans un établissement de garde d'éducation de l'État. Mais la période ne peut pas être au-delà de sa 18e année d'âge. Mais à côté de ça, vous verrez, il y a aussi, si l'enfant a commis un manquement punissable de plus de 5 ans. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est par rapport au manquement punissable de moins de 5 ans. Ou de 5 ans maximum. De 5 ans maximum, quand on était devant, c'était la compétence du tribunal de paix, non? Alors, si c'est plus de 5 ans, la loi dit ceci. Si c'est plus de 5 ans, voici ce que dit la loi. On va toujours on prend maintenant l'article 115. Voilà. Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, punissable de plus de 5 ans, vous voyez, de servitude pénale, et qui n'est pas punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa 22e année d'âge. Ici, c'est une exception. J'ai dit, d'abord, on peut réprimander l'enfant, on le remet chez les parents avec injonction qu'on puisse le tirer les oreilles qui ne répète pas. Va et ne pêche plus. Envoyer devant, dans un couple de bonne moralité, institution privée ou publique, sociale, agréée. Alors, on peut envoyer devant une structure médicale pour permettre à ce que l'enfant soit traité. Mais on peut aussi envoyer devant les couples de bonne moralité, comme je l'ai dit. Tout ça, on ne peut pas dépasser combien? 18e année d'âge. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément arriver à 18 ans, mais qu'on ne dépasse pas. Mais on dit encore, ici, ça change. Quand on lit l'article 115, on se rend compte que cet enfant a commis les manquements qui est punissable, si on regardait, on recourait au code pénal, c'est punissable au-delà de 5 ans. 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans. Alors là, on dit non, non. Ici, on peut les placer dans l'établissement de l'État, comme ces filles, autrefois, on a dit, jusqu'à sa période, à sa 18e année d'âge, à son 18e année d'âge plutôt. Mais ici, on peut prolonger jusqu'à son 22e. Donc, à sa 22e année d'âge. Puisque le manquement est punissable au-delà de 5 ans. C'est ça la motivation, non? Au-delà de 5 ans, donc, on peut prolonger jusqu'à sa 22e année d'âge. Mais attention, vous pouvez vous rendre compte encore que les manquements pour lesquels l'enfant est poursuivi, si on lit dans le code pénal, c'est punissable soit de la peine de mort ou de la peine de servitude pénale à perpétuité. Par exemple, le meurtre. Ah, l'enfant avait tué. Est-ce que le juge va aussi ordonner à ce que cet enfant, à ce qu'il soit retenu jusqu'à sa 22e année d'âge? Lisons la loi, l'article 116. Si l'enfant a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, prolonger cette mesure au-delà de la 18e année de l'enfant pour un terme de 10 ans au maximum. C'est-à-dire, l'enfant qui a 16 ans, au lieu de prolonger seulement jusqu'à la 18e année d'âge ou jusqu'à sa 22e année d'âge, comme c'est fait pour les manquements punissables au-delà de 5 ans, ici, comme il s'agit de la peine de mort, puisque à l'égard de l'enfant, on ne peut pas appliquer la peine de mort, ni la peine de servitude pénale à perpétuité. Il faut retenir ça. Alors maintenant, la conséquence c'est quoi? Les juges vont prolonger
jusqu'au terme de 10 ans. C'est-à-dire s'il avait 26 ans, il peut aller, plutôt 16 ans, il peut aller jusqu'à 26 ans. S'il avait 15 ans, il peut aller jusqu'à 25 ans. Mais je n'ai pas dit qu'il faut aller, il va seulement prolonger jusqu'à 10 ans. Non. 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, selon son appréciation. Mais il ne peut pas aller au-delà de 10 ans. Donc il prend la mesure pour 10 ans ou moins. C'est ce que ça veut dire. On prend une autre section. Je crois qu'on va se limiter par là. Les voies de recours. Les voies de recours. En fait, les voies de recours, ce sont des possibilités que la loi a données aux justiciables pour voir leur cause être jugée à nouveau. C'est ce qu'on appelle en droit le double degré de juridiction. C'est-à-dire, vous étiez par exemple devant un tribunal de paix, je l'ai dit tantôt ici, mais il y a une décision qui sort, vous n'êtes pas satisfait. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saisir le tribunal de grande instance, non? C'est les recours, soit par voie d'appel. Alors ici aussi, il y a les voies de recours. Mais les voies de recours ici ne sont que des désordres, pas plus. 2 ordres seulement. Il y a l'opposition d'une part et l'appel d'autre part. Fini. Mais l'opposition ici, retenez, c'est quoi? J'avais expliqué autrefois, mais je me répète. C'est quand la décision qui vous est opposable, vous n'avez pas pris part à l'audience. C'est une décision par défaut. Mais attention, j'ai fait une nuance. Quand on avait parlé de la procédure qui sera nulle, c'était lorsque l'enfant ne bénéficie pas de la présence au procès, non? Ce qui veut dire que quand on parle de l'opposition ici, on exclut l'enfant. C'est qu'à l'égard de l'enfant, en conflit avec la loi, on ne peut pas parler de l'opposition. Mais on peut ouvrir l'opposition lorsque c'est la victime. Tu vois? Donc la victime peut venir en opposition. Mais l'enfant ne peut pas venir en opposition. Pourquoi? Parce que déjà on avait écarté, on dit non, non. Lui quand il n'est pas là et que les juges continuent, c'est que la procédure est nulle. Donc déjà les juges connaissent que si l'enfant est absent, on ne peut que renvoyer l'affaire. Maintenant ici, l'opposition ne concerne que la victime. Ça ne concerne ni l'enfant, ni le ministère public. Donc le ministère public ne peut pas faire l'opposition, puisqu'il est au procès, toujours. L'enfant aussi, il est au procès, toujours. Il ne peut pas aussi faire l'opposition. Mais l'enfant peut faire quoi? J'ai dit, il y a deux possibilités. Très bien. Je vais expliquer maintenant l'opposition. L'opposition ici, c'est quand la décision qui a été rendue, mais ça a été fait à votre absence. Vous êtes victime, majeure, mais l'enfant mineur que vous poursuivez était là. Le jour de l'audience, vous n'êtes pas venu. Vous voyez? Le juge se rend compte que non, tout est propre, prêt. Les éléments sont prêts. Il peut ordonner la plaidoirie. On plaide, dans la huitaine, il prononce sa décision. Et quand il prononce sa décision, on signifie à toutes les parties, non? Et à vous, et à l'autre partie. D'ailleurs, vous, à qui l'affaire, donc, c'est contradictoire, on ne peut même pas vous signifier, puisque vous avez été là. À l'égard de l'autre partie, on signifie. Quand on signifie à l'égard de l'autre partie, qui est la victime, alors qu'il n'était pas au procès, cela l'ouvre la possibilité de faire quoi? Les recours qu'on appelle quoi? De faire appel. Non, la partie qui n'était pas là. Très bien. Fait l'opposition. Mais j'insiste, j'ai dit, l'opposition n'est pas une possibilité que la loi a laissée à l'enfant et au ministère public. Pourquoi? Parce que l'enfant et le ministère public sont censés être à l'audience. S'ils ne sont pas là, c'est que la procédure est nulle si les juges continuent à instruire. Sinon, s'ils sont absents, les juges, qu'est-ce qu'il a comme possibilité? C'est quoi? C'est de renvoyer l'affaire pour une autre audience, pour que l'enfant soit là. Vous voyez? On ne peut pas procéder sans enfant. J'ai dit ici, il y a l'exception, non? Alors, maintenant, cette opposition se fait dans les 10 jours. Quand on signifie la décision, dans les 10 jours, si ce n'est pas week-end, maintenant, c'est 10 jours. Dans les 10 jours. Quand vous dépassez la loi, c'est comme un mot de passe. Hein? Vous venez le 11e jour, la porte vous est fermée.
vous voulez faire l'opposition, faites-le dans les 10 jours, mais ça va compter à partir de quel moment? À partir du moment où on vous a donné, on vous a signifié la décision par écrit. Mais à côté de ces premiers recours, il y a l'autre recours qu'on appelle quoi? Très bien. Mais l'appel ici, c'est une possibilité qui est ouverte aux parties qui étaient au procès, dont la décision leur est contradictoire. Il n'était pas absent. Maintenant là, il ne peut pas faire l'opposition. Il doit faire l'appel, c'est-à-dire il dit que non, non, on a mal jugé, on doit reprendre. Mais à la différence de l'opposition, l'opposition, vous revenez seulement dans la même chambre. J'ai dit ici que le tribunal pour enfants a combien de chambres? La première chambre, c'est la chambre. C'est quelle chambre? La chambre de première instance. Et la deuxième chambre? Très bien, la chambre d'appel. Alors, vous, en tant qu'apprenant là, si vous voulez faire l'opposition, vous irez où? Dans quelle chambre? Très bien. Parce que l'opposition, c'est la rétractation, la réformulation de la même décision. Maintenant, je vous retourne encore la question. Si vous étiez parti au procès, on vous signifie la décision, vous étiez là, tous les jours, jusqu'au dernier jour, vous avez même introduit votre note de plaidoirie. On rend la décision, vous n'êtes pas satisfait. Quelle est la possibilité qui vous est ouverte? Très bien. Mais cet appel-là, vous le ferez où? C'est simple, non? La chambre d'appel, c'est pour l'appel. La chambre de première instance, c'est pour l'opposition. Parce que l'opposition, c'est la rétractation, la réformulation de ce qui a été déjà fait. Et voilà, on peut ce qu'on peut dire de voie des recours. J'annonce déjà une section, c'est la médiation. C'est cette section qu'on va étudier la fois prochaine. La médiation. Je vais me récapituler pour dire qu'aujourd'hui nous venons d'étudier le garantie. Les garanties procédurales, c'est ce qui est mis à la disposition des justiciables, surtout à l'occurrence l'enfant qui a moins de 18 ans, pour faire valoir les droits de la défense. Et en cela, il a droit à un procès équitable. Mais cela doit se passer dans le respect de ce qui est prévu. Entre autres, la présence au procès, la présomption d'innocence. Il doit être assisté de son avocat ou de son conseil. Il doit être là, mais assisté aussi de ses parents ou tuteurs ou de l'assistance sociale. À défaut de cela, la procédure devient nulle. Nous avons aussi expliqué les mesures provisoires pour faire comprendre que pendant l'instruction, au début de l'instruction d'ailleurs, le juge peut prendre par voie d'ordonnance. Le juge pour enfants prend la décision par voie d'ordonnance. Ce sont des mesures provisoires, mais je n'ai pas dit que toute décision du juge sera toujours prise par voie d'ordonnance. Ça, ce sont des mesures provisoires. À la fin, il prend toujours la décision par voie du jugement. Et voilà, il peut d'abord demander, confier l'enfant entre les mains de ses parents ou de ceux qui en ont la garde, même des tuteurs. Et cette fois-là, les parents vont faire l'acte d'engagement pour venir avec l'enfant chaque fois à l'audience. S'il ne le fait pas, l'article 131 va le poursuivre. Ou encore, il peut assigner l'enfant à son domicile pour que les parents l'amènent chaque fois qu'il y a besoin. Mais il peut aussi confier l'enfant à un couple de bonne moralité. Je l'ai dit ici, c'est peut-être que pour protéger l'enfant, la sécurité de l'enfant exige. On se dit non, si on remet l'enfant là-bas au quartier, il y a risque que les gens puissent faire la vengeance privée. Puisque les faits sont graves. On doit protéger l'enfant. Mais j'ai insisté par couple de bonne moralité, ce sont les personnes de sexe opposé. Ce n'est pas le mariage à Akatofanda. Ils sont légalement mariés et ils sont de bonne foi. Mais on peut aussi confier cet enfant provisoirement devant une structure publique ou privée qui a créé un établissement qui a créé, mais qui est privé. Et voilà,
à l'exception, on dit non. Si l'enfant est dangereux, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le placer dans un établissement de garde, d'éducation de l'État. Mais attention, j'ai dit la période c'est combien? 2 mois au maximum. Après 2 mois, il faut lever la mesure. On ne peut pas continuer à garder l'enfant là-bas au-delà de 2 mois. À moins qu'il y ait déjà la décision. Mais quand on est dans la phase provisoire, on ne peut pas garder l'enfant au-delà de 2 mois dans la mesure provisoire, dans l'établissement de garde, d'éducation de l'enfant, de l'État. J'ai parlé de l'instruction où j'ai expliqué comment est-ce que, pendant qu'on instruit, l'enfant doit se présenter, il y a les jeux de questions-réponses, il y a les témoins à charge, à décharge, lui peut faire poser des questions, j'ai insisté, faire poser, parce que c'est le tribunal qui pose, vous posez les questions, c'est le tribunal qui a la pose de débat, et il y a même quelque part où nous on est contre, où on a dit que en cas de doute sur l'âge, c'est l'âge de la minorité qui prévaut. Nous on est contre ça, parce que les mauvaises personnes s'accrochent sur ça. Il est majeur, mais le professeur de crime, là où il était dans un milieu de détention, dit non, non, change de date, il change. Ça perturbe. Mais la loi encore donne la possibilité au juge de saisir les médecins pour faire l'examen physique qui détermine l'âge. Mais là, il faut payer l'argent. Et si la pauvre victime n'a rien, ça pose problème, ça bloque la procédure. Nous avons aussi expliqué que l'audience ici se passe à huis clos. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire passer devant n'importe qui. Il n'y a que les concernés, ou encore, à la limite, ce sont les avocats, les défenseurs judiciaires, les magistrats, les juges, qui doivent être là, et même, peut-être, à l'exception, les stagiaires. Alors, nous avons aussi expliqué que lorsque on se rend compte qu'en face d'un dossier qui est ouvert au tribunal pour enfants, il y a aussi des majeurs, le juge va faire la disjonction de la procédure. Il poursuit les enfants majeurs, mineurs, et les majeurs, il les transmet devant le parquet. Et la décision. En ce qui concerne la décision, nous avons dit que la décision doit être motivée, c'est-à-dire les jugements des parties. La première partie qu'on appelle les dispositifs, la motivation. La deuxième partie, c'est qu'on appelle les dispositifs là où il y a la décision. Alors, il doit bien motiver, parce qu'il ne les motive pas, c'est un motif de cassation, on va rejeter les jugements. Alors, nous avons aussi dit, alors, qu'est-ce que l'enfant peut faire donc? Par rapport aux décisions, le juge peut réprimander l'enfant. Il le gronde, et puis il les remet entre les mains de ses parents, avec injonction. Prochainement, dites-lui de ne plus faire ça. Il peut aussi placer l'enfant dans l'éducation, dans un établissement d'éducation de l'État pour une période qui ne dépasse pas sa 18e année d'âge, ou confier à un couple de bonne moralité, toujours dans les mêmes conditions. Alors, mais si c'est fait qu'on constate que l'enfant est dangereux, ou sinon l'enfant a commis un manquement qui est punissable au-delà de 5 ans, en ce moment-là, il peut prolonger les délais jusqu'à la 22e année d'âge. Mais si il se fait encore que les faits pour lesquels l'enfant est poursuivi, dans le cadre du code pénal, est punissable de la peine de mort ou de la peine de servitude pénale. Vous verrez quand on va analyser l'autre chapitre qui est en rapport avec les infractions, ça sera notre dernier chapitre. Vous verrez, on va spécifier chaque infraction, les éléments constitutifs et même les taux de pénalité. C'est là que vous allez bien comprendre encore ça. Alors, à ce moment-là, il ne va pas prolonger jusqu'à la 22e année d'âge, il va prolonger jusqu'à un terme de 10 ans. C'est-à-dire à compter de l'âge de l'enfant jusqu'à 10 ans. Mais je ne dis pas qu'il faut aller encore justement obligatoirement jusqu'à 10 ans. Il peut apprécier, mais il ne peut pas aller au-delà du terme de 10 ans. Et il y a aussi la possibilité de recours. Les voies de recours sont des désordres, puisqu'ici, le tribunal pour enfants a 2 chambres. La chambre de première instance et la chambre d'appel. La chambre de première instance, là, on peut faire l'opposition. L'opposition n'est ouverte qu'à la partie victime. On exclut dans l'opposition l'enfant en conflit avec la loi et le ministère public. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés être à l'audience. S'ils ne sont pas à l'audience, les juges doivent renvoyer. Si le juge s'entête, il instruit sans la présence de l'enfant au procès, la procédure devient sur base de l'article 104 de la loi portant protection de l'enfant. C'est pourquoi la voie de l'opposition n'est ouverte que à la victime et non à l'enfant en conflit avec la loi, non moins encore pas au ministère public. Mais les autres parties,
soit l'enfant confié avec la loi ou toute autre partie, tout autre justiciable dans l'affaire a la possibilité d'aller en appel. Mais l'appel, c'est fait dans la chambre d'appel. Mais l'opposition, c'est dans la chambre de première instance parce qu'il s'agit de la rétractation, la réformulation de la décision qui a été rendue. Et donc voilà, ce que je peux dire, nous avons annoncé la médiation comme la section prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez poser et puis on va se séparer. Est-ce que tout est clair? Merci beaucoup, on se voit prochainement. Alors, vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas de vous abonner à notre page, cette page Justice pour enfants, et partagez notre live et venez prochainement nous suivre en présentiel ici dans la salle de réunion. Vous pouvez nous soutenir par n'importe quelle aide sur notre numéro M-Pesa plus 243 81 27 80 730 ou sinon vous venez à notre siège. Vous pouvez aussi consulter notre chaîne YouTube, notre compte TikTok, notre page ici et notre page Instagram qui porte le même nom, Justice pour enfants, ou même notre adresse email justicepourenfants@gmail.com. Au revoir.